J'ai commencé dans le conte de façon peu orthodoxe parce que j'ai commencé par le biais de concours de menterie. Ça a été comme un tremplin pour moi. Une histoire, il faut bien le dire, c'est vivant. Une histoire, ça peut pas stagner parce qu'on va finir par l'oublier. Une histoire, il faut qu'elle voyage, il faut qu'elle s'adapte aussi. Depuis 13 ans maintenant que je suis dans le milieu du conte. Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle émission Mosaïque, merci d'être là. Et aujourd'hui, je reçois une dame à la voix douce qui sait comment marier les mots pour leur donner vie, la conteuse Lucie Bisson. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'être là. C'est un bonheur d'être ici à la maison Félix Leclerc. Bien justement, on est à la maison Félix Leclerc et j'ai envie d'entrer de jeu. Félix disait, quand j'écris, parce que c'est écrit sur le mur juste en face de moi, quand j'écris 3 chansons par année, je suis content. Est-ce que pour Lucie Bisson, elle peut se dire la même chose quand j'écris 3 contes par année, je suis contente? Bien, c'est sûr qu'on a chacun nos façons de travailler, chacun nos projets, nos idées, Moi, pour ma part, je pourrais pas dire 3 histoires ou c'est tellement relatif. On peut pas le mettre dans un cadre de temps X. Non. On peut pas se dire ça. Non, je pense que j'irais plus dans... Quand j'ai une idée, je vais essayer de la travailler le plus possible. J'ai accordé du temps à l'écriture, mais du temps aussi dans l'oralité, parce que raconter, c'est pas juste dans l'écriture, il faut aussi travailler la voix, s'approprier le texte. Mais l'écrit va précéder l'oral? Est-ce qu'on pense à un conte? Oui? Oui, à l'occasion. Puis d'autres fois, on va travailler avec juste un canevas, un chemin qu'on s'est donné, puis là... ça devient une autre façon de travailler. Y a-t-il des meilleurs moments pour laisser aller les idées Moi, je monter? dirais que, pour ma part, c'est plus dans la nuit que je vais avoir mes meilleures idées. Aux petites heures du matin, il n'est pas rare que je vais me lever pour, justement, écrire une idée. Parce que si on ne l'écrit pas... Elle disparaît. Elle disparaît. Avec le réveil. Alors, elle va peut-être nous revenir, mais c'est une chance à prendre. Mais est-ce qu'on est capable, justement, la nuit, parce que souvent, on peut avoir des idées la nuit, mais on fait comme... on se tourne de côté. J'avoue que ça arrive des fois aussi. Oui, mais ça prend quand même une certaine volonté pour s'éveiller, pour prendre l'idée. Je pense que c'est l'idée qui nous éveille, qui nous réveille comme ça, puis... bon, je vais y repenser demain. Non. Des fois, c'est mieux de se lever puis là, de l'écrire. Les gens qui te connaissent, Lucie, bien, je vais parler pour moi. Moi, j'ai l'impression que tu es née conteuse. Est-ce qu'on est conteuse dans le sens de mère? Bien, je pense que dans notre ADN, tous et chacun, on a une petite fibre conteur. On aime se raconter nos fins de semaine. On aime raconter des choses qui nous sont arrivées entre amis, tout ça. C'est juste que moi, je l'ai à une échelle différente. J'ai décidé de faire une carrière dans ça. Et cette décision-là, c'est prise en cours de route ou c'est venu assez tôt dans ta vie? Ah, c'est venu plutôt tardivement. Ah oui? Oui. Quand j'ai fait mon retour à l'école, à l'université, quand je présentais mes travaux de fin de session, j'argumentais assez coriacement. Oui. Et là, on me disait qu'il fallait peut-être que je travaille ce côté-là de présentation orale devant le public. Alors, je suis allée dans un groupe, on appelle les Toastmasters, qui est un groupe à but non lucratif qui aide les gens à prendre la parole devant le public. Et là, il s'est passé quelque chose. Dès le départ, là? Oui. J'avais un livret de 10 discours à préparer, mais quand on a terminé cette étape-là, on a la possibilité de choisir nos livrets. Alors, j'en avais choisi un, c'était... Mais ça se fait en groupe fermé? C'est cette expérience-là? C'est-à-dire que tout le monde est dans le groupe, tout le monde, à tour de rôle, passe devant pour s'exprimer? Oui. On a tout un protocole à suivre de réunion, parce qu'on apprend aussi à comment on travaille au niveau d'une réunion d'organisme. Mais il y a aussi le volet qui sort du groupe aussi, avec les compétitions de discours. Là, ça nous sort de notre zone de confort. Donc, on a des belles possibilités de prendre la parole devant le public dans différentes circonstances. Et d'apprendre à gérer son stress, son élocution. Oui.
Donc, le déclic s'est fait là. Ça ne nous enlèvera pas le trac, mais ça va nous apprendre à vivre avec, à l'utiliser. OK. À bon Et escient. oh oui, ça m'a servi et ça me sert encore et ça va probablement me servir encore. Et en parallèle à ça, il y a eu une grande présence dans les projets ici à la Ville de Vaudreuil-Dorion, médiation culturelle. Est-ce que le rôle de conteuse, le rôle de médiatrice culturelle, on pourrait dire, les deux vont de pair ensemble? Parce qu'on voit souvent l'exhibition dans la parade, par exemple, Mosaïque, construire des animations 3D. Là. C'est ça, par le biais de la parade Mosaïque, ça m'a fait me redécouvrir certains mécanismes que je n'utilisais plus. J'avais été... on a fait 36 métiers, 36 misères, comme on dit. Mais les métiers qui m'ont le plus marqué, ça a été en horticulture ornementale après ma formation. J'ai travaillé une 15aine d'années dans ça. Ensuite, j'ai fait un retour à l'université. Et là, à l'université, j'ai repris confiance dans mon écriture. Et ça c'est arrivé... j'avais un professeur qui, disait-on, était très sévère, austère Et alors là, j'avais la trouille quand j'ai remis mon premier travail écrit. Parce qu'en architecture du paysage, il y avait beaucoup de dessins, de recherches, tout ça, mais d'écriture sensitive. Ouais. Ça, c'était notre premier travail comme ça. On se met un peu à nu aussi dans ce type de travail-là. Oui, parce que c'est vraiment soi. On dévoile une partie de soi. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, quand j'ai remis mon travail, puis qu'après 2 semaines, ils nous les remettaient corrigés, et qu'au début de la classe, je ne l'avais toujours pas reçu. Alors là, j'étais très inquiète, très paniquée, parce qu'en entrant dans la classe, j'ai dit, ça va de la lettre A à la lettre F. Ouf, ouais. Alors là, moi, j'étais déjà dans un F, parce que j'avais vraiment pas confiance en moi. Et j'étais tellement dans cette bulle-là que lorsqu'il a commencé à lire sa perle, comme il disait, et que là, il y a des mots qui me sont arrivés, puis j'ai commencé à reconnaître les... C'est les miens. Mais c'est mon travail. Mais ce professeur-là m'a redonné confiance en mon écriture. Et par le fait même avec Toastmasters, où j'ai repris confiance au niveau de la prise de parole, mais ça l'a fait que ça a réveillé ma petite étoile que j'avais à l'intérieur depuis toujours. Parce que je me rappelais quand mon père nous racontait des histoires qu'il avait lues dans le Reader Digest, la sélection du Reader Digest, là, les petits livres, puis qu'il nous racontait ça comme si ça lui était arrivé à lui. Il était fameux. Il avait les yeux qui brillaient, puis nous aussi. Bien, on le remercie, ce professeur-là, d'avoir eu cette lecture-là de ton texte. Lucie, moi, j'aurais une petite demande spéciale, comme ça, à froid ici. Est-ce que il n'y a rien de mieux que de t'entendre pour encore mieux t'apprécier. Est-ce que tu aurais un petit conte à nous livrer là, ici? Ah oui! Un petit conte on a toujours un petit conte qui traîne comme ça, qu'on traîne avec nous, parce que, comme Félix Leclerc disait, il y a des maisons où les chansons aiment entrer. Mais à ça, j'aime ajouter, il y a des personnes à travers lesquelles les histoires aiment voyager. Et il y en a plein de personnes comme ça qu'on croise autour de nous. Et j'ai toujours une petite histoire. On peut te l'emprunter? Ah oui, ça me fait plaisir de vous la raconter. Je suis toute oui. C'est l'histoire d'un roi qui, pour s'amuser, il avait promis à un simple paysan qu'il pourrait épouser la princesse et ainsi hériter de la moitié du royaume. Mais pour ce faire, le paysan allait devoir choisir entre 2 papiers. Sur l'un serait écrit le mot « mort » et sur l'autre, le mot « vie ». Si par pur hasard et par pur bonheur aussi, le paysan choisissait le papier sur lequel était écrit le mot « vie », il avait la princesse et toute la fortune qui allait avec. Mais si au contraire, par malheur, il choisissait le papier sur lequel était écrit le mot « mort », il mourrait dans l'heure. Alors le roi invite le paysan à se présenter le lendemain matin aux portes du palais pour qu'il puisse faire son choix devant toute la cour. Mais durant la nuit, le roi se morfondait, s'inquiétait, car vous avez compris que le paysan a quand même 50% des chances d'avoir sa fille unique, et qui plus est, la moitié de son royaume. Le roi s'était mis les pieds dans les plats. C'est pourquoi qu'au beau milieu de la nuit, le roi a fait réveiller son conseiller pour demander conseil. Et le conseiller a conseillé.
Mais Votre Majesté, pourquoi ne pas écrire le mot mort sur les 2 papiers? Ainsi, Votre Majesté sera soulagée de toute inquiétance. Le roi trouvait l'idée ingénieuse, voire même astucieuse, car après tout, qui oserait vérifier les papiers du roi? Oh, je le dis, que ce soit écrit et qu'il en soit ainsi. Or, le lendemain matin, après que les cloches, que les trompettes eurent résonné à travers tout le royaume, que le coq eut chanté... Oui, c'est mon coq de conteuse. Je le nourris au grain de menterie. Bon, toujours est-il que le lendemain matin, voilà le paysan qui se présente aux portes du palais. On le fait entrer dans une salle immense, au milieu de laquelle on a déposé les 2 papiers, tirés en 4, comme ça, pliés comme ça, sur une petite table. Alors, le paysan s'avançait, mais vous comprenez que le paysan était inquiet, car sa vie en dépendait. Tant qu'au roi, lui, n'avait pas du tout l'air inquiet. Non, 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 pas du tout. C'est pour ça qu'arrivé près de la petite table, le paysan regarde vers le roi et... C'est là qu'il a eu une idée, oui. Il a pris un des 2 papiers, un seul, ne l'a pas regardé, l'a roulé dans ses mains, en a fait une petite boulette, l'a mise dans sa bouche, l'a mâché, il l'a emballé tout rond devant le roi qui était stupéfait. « Oh! Oh, mais qu'est-ce que vous avez fait là? » « Mais Votre Majesté, qu'a répondu le paysan, « Votre Majesté, j'ai fait mon choix et je l'ai emballé. Vous n'avez qu'à regarder le papier qui reste pour savoir ce que je n'ai pas choisi. » Wow, merci. Merci, Lucie. Ça fait plaisir. Je la prends. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est à votre tour de la raconter. Oui, bien, je vais aller le faire. Mais avant de pouvoir le compter, je vais inviter les gens à nous revenir dans quelques instants. On revient à l'émission Mosaïque, ça ne sera pas très long. De retour à l'émission Mosaïque, je ne peux pas vous cacher que je suis actuellement au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, en compagnie du responsable des expositions, entre autres, Michel Morissette. Salut Michel. Salut Patrick. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Michel, on est là à contempler les belles choses du musée. Toi, je t'avais résumé simplement, là, vraiment simplement ta vie, c'est qu'il y a 35 ans, tu as terminé ton bac général en histoire, tu es venu cogner à la porte du musée, tu es entré et tu n'es jamais ressorti. Ça avait même commencé du temps du bac. L'été, j'ai travaillé 3 étés comme étudiant ici. Ah ouais, OK. Ça remonte à 80 pour... 1980, oui, là, au siècle passé. Oui, au siècle dernier, c'est là que j'ai commencé, que je suis entré dans la boîte. Une boîte magnifique. À l'époque, je ne savais pas que je deviendrais le responsable des expositions quelques années plus tard. C'est ce qui s'est produit, en fait. Puis avec, c'est un emploi que je pratique avec grand plaisir depuis, disons, au-dessus de 30 ans. Là, ça va faire 35 ans cette année. Là, est-ce que tu as su très jeune, toi, que tu voulais travailler dans un musée? Ça existait? À l'époque, il n'y avait pas de programme de formation pour travailler dans un musée comme aujourd'hui. Tu as un programme en muséologie. Tu as des techniciens de muséologie qui sont formés aussi au niveau collégial. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Moi, j'étais attiré par l'histoire. J'ai fait un bac général en histoire. C'est ce qui m'a amené à venir... mettre mon nez un petit peu au musée. Hein. C'était dans le domaine qui m'intéressait. Puis, tout simplement, ça s'est fait comme ça. Donc, il prenait un peu n'importe qui. On peut dire ça. Certainement. Michel, toi ici, j'ai l'impression que tu es un peu un touche-à-tout, un architecte. Si on s'est vu à quelques reprises, puis tu es toujours en train de faire un truc différent. Est-ce que ton rôle se définit? Est-ce qu'il existe vraiment ou c'est toi qui l'as vraiment créé? Bien, disons que dans une boîte comme le Musée régional de Vaudreuil, Soulanges, qu'on n'a pas les moyens des gros musées où est-ce qu'on engage quelqu'un pour faire la recherche, quelqu'un pour faire le scénario d'exposition, des concepteurs, des scénaristes, des gens qui travaillent en atelier pour construire les modules. Ici, moi, je m'occupe de toutes les étapes de production. C'est-à-dire, je vais travailler en atelier, comme par exemple monter une exposition historique, parce que c'est mon travail ici. Là. À partir de la collection du musée, la plupart du temps, on a une thématique qu'on doit réaliser une exposition dans une de nos 4 salles d'exposition. Bien, ça commence avec le sujet. Je fais un inventaire des pièces qui seraient susceptibles d'être exposées. Là, je vais élaborer le concept, c'est-à-dire, de quel angle on va attaquer là, le sujet qu'on veut exploiter. Je vais faire un scénario, comment que je vais placer les choses en sorte que les gens se retrouvent, soient confortables. Là, je vais faire la recherche, je vais faire les textes.
La disposition des objets en vitrine. À certains moments, je vais même concevoir certaines vitrines pour pouvoir protéger les objets, parce qu'on veut que les gens les voient, mais on doit s'assurer que les objets sont protégés, donc les gens puissent s'approcher sans y toucher. Donc, il y a toute une mise en salle qui doit être faite, puis je m'occupe de ça aussi, jusqu'à effectivement la mise en salle, donc la réalisation matérielle de l'idée en exposition. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose un que projet clé en main, là. Bien, c'est un peu ça. Puis, sauf qu'ici, c'est la même personne qui les réalise, ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de la collaboration des autres membres de l'équipe là, qui sont vraiment toujours disponibles quand j'ai besoin d'être. Mais disons que c'est comme ça que j'ai appris à faire le travail. C'est pas quelque chose que j'ai appris avant. Je l'ai appris sur le tas, comme on dit. Donc, ça vient, j'imagine, avec le temps, avec une connaissance assez aiguë de tout le matériel qu'il y a ici. Il y a combien d'articles dans la collection? Bien, on a près de 8500 objets dans la collection. Fait qu'effectivement, à force de travailler d'une thématique à l'autre, je connais assez bien la collection du musée. Aujourd'hui, on peut la documenter encore plus parce qu'on a accès là, avec Internet, avec comme moteur de recherche, à plein d'éléments d'information qu'avant, il fallait aller trouver en fouillant dans des bibliothèques. C'est plus facile aujourd'hui de faire la recherche. Fait que oui, je connais beaucoup la collection, mais on en apprend toujours beaucoup à mesure qu'on développe un concept. Est-ce qu'on en apprend beaucoup parce qu'on découvre de nouveaux objets ou parce qu'on les réinterprète d'une autre façon? Oui, on réinterprète. C'est très rare qu'on va découvrir des objets inconnus. Parce qu'on les connaît bien. Tout ce qui est ici, on connaît bien ce qu'on... Bien, on connaît. Il y a toujours des choses à documenter parce que les objets ont été donnés au cours de l'histoire du musée, mais dans les premiers temps, c'était pas consigné d'une façon très rigoureuse comme ça aujourd'hui avec la banque de données. Fait qu'il y a des objets on ne sait même pas qui les a donnés, puis des fois, en faisant une recherche, qu'on découvre à quoi ça pouvait servir dans certains cas aussi. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est de combiner certains objets qui, à prime abord, ne sembleraient pas être faciles à mettre ensemble. Ouais. Par exemple, l'exposition que j'ai préparée l'année dernière, qui s'appelle Attache-Tatuc. Ouais. C'est la parlure québécoise imagée par l'objet. Ça, c'est super intéressant parce que tu combines le patrimoine immatériel, qui est la parole, puis les expressions colorées québécoises sont magnifiques, mais ils originent souvent d'un contexte de vie très matériel, d'un objet. Par exemple, varloper les nuages, tu sais. Justement, varloper les nuages, on trouve des objets par rapport à ça? Bien, une varlope. Une varlope. Une varlope. Les jeunes ne savent pas c'est quoi une varlope. Une varlope. Tu vois, même les moins jeunes. C'est un gros. C'est un gros. Oui, je sais, Patrick. Mais moi, je suis plus vieux que toi, fait, je peux te dire c'est quoi une varlope. Oui. Une varlope, c'est un gros rabot. OK. Quand on dit varloper quelqu'un, c'est pas se faire caresser. Le rabot, il y a une lame qui dépasse, puis c'est pour vraiment planir le bois. Bien, c'est un exemple que j'ai mis dans l'exposition. À partir de la varlope, il y a différentes expressions. Varloper les nuages, se faire varloper. Il y en a une qui est bonne aussi, c'est « le ciel se varlope, il va tomber du brin d'ici ». Ça veut dire le ciel se couvre, il va pleuvoir. Mais quand tu varlopes, là, il tombe du brin d'ici. Comme ça, il y a un sens. On donne un sens aux expressions. On image le fait du brin d'ici qui tombe du menuisier qui traverse sa varlope. Pour illustrer le fait que le temps est couvert et qu'il va pleuvoir. Fait qu'il y a beaucoup d'expressions comme ça à partir des objets là, que j'ai mis en valeur dans l'exposition. Puis ça, c'est une thématique que j'ai trouvée vraiment très, très stimulante à faire. C'est un exemple. C'est un exemple. Puis on va inviter les gens à venir la voir, cette exposition-là, parce qu'elle est là pour un bon bout de temps. Puis Michel, on n'a pas parlé, je trouvais que c'était un bel endroit pour jouer de la guitare, parce que je sais que tu es un excellent joueur de guitare. Oui, merci. Mais on refera ce rendez-vous-là avant longtemps, Michel. Oui, certainement, avec plaisir. Merci infiniment. Ça a été un plaisir. Tant qu'à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Soyez au rendez-vous. Ciao!